Chers étudiants, bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce premier dimanche du mois de décembre, qui fait suite donc aux résultats, qui sont les résultats du CRFP. Alors j'espère que vous êtes nombreux qui soient connectés et que tout se déroule bien pour vous en ce jour. Alors, je vérifie d'abord toutes mes connexions et par la suite on va débuter ce live. Bien évidemment avec toutes les exigences liées un petit peu à la technique. Voilà ce qu'il en est. Bonjour Marine, j'espère que vous allez bien. Bonjour Ça, j'espère que vous allez bien. Toute l'idée aujourd'hui, c'est de faire le débrief un petit peu de ce CRFPA 2021 qui va ici nous conduire quand même à un certain nombre d'éléments. J'ai même publié, ce qui est tout de même assez rare, un teaser de ce point de vue-là, sur les réseaux sociaux également. Ce teaser incitant véritablement ici, le cas échéant, à certaines personnes, et pas de façon forcenée, à faire, je vais dire de façon assez simple, tout simplement à faire ce que votre devoir vous dicte de faire de façon assez simple. Beaucoup d'étudiants m'ont contacté suite aux résultats des oraux également, c'était la même chose au moment des écrits, pour me dépeindre un certain nombre de situations sur lesquelles on va revenir par rapport au grand taux. Certains très vindicatifs souhaitent même exercer, le cas échéant, des recours. On va en discuter aussi, de façon bien évidemment toujours mesurée. Bonjour Sarah, bonjour Céline, bonjour Aurore. La raison pour laquelle je mets, et j'enlève mes lunettes alors que je ne vois absolument rien, c'est que si je mets mes lunettes, vous voyez des halos de lumière ici, liés quand même à l'éclairage. Donc c'est quelque chose d'assez utile. Bien évidemment, la raison pour laquelle j'ai choisi un live, quand bien même l'exercice est parfois assez périlleux, je dois avouer, c'est que le live a quelque chose de spécifique, c'est que ça permet d'échanger. Alors n'hésitez pas justement à me poser vos différentes questions, notamment Benoît que je connais très bien. Vous me posez vos questions et comme ça, on y répondra au fur et à mesure. Ça sera quelque chose de bien. Je vous salue tous de ce point de vue-là. Les contraintes sanitaires nous poussent tout de même à faire des réunions de ce point de vue-là sur les réseaux sociaux, mais c'est quelque chose d'assez utile. Si la réunion ici débouche sur des éléments qui sont des éléments particuliers, ce que je pense, puisque j'ai plus un certain nombre d'annonces à faire, par la suite, je reprendrai cette vidéo pour la mettre sur nos autres réseaux de façon plus pérenne de ce point de vue-là. Alors, ce CRFPA 2021, quels sont les enseignements à en tirer ? Là, ça y est, on a eu les résultats, c'est-à-dire que les enseignements tirés ils sont quelque peu évidents dans la mesure où on a eu les résultats le 2 décembre, jour des résultats et ainsi de suite, et on a constaté quand même aux oraux de façon générale également un écrémage. Bilal, je vous salue tout particulièrement, j'espère que vous allez bien. Je crois que vous êtes toujours en vacances en Tunisie. Voilà. Alors, c'est pas trop le débrief des losers parce que justement, on va y revenir. Vous voyez, la profession d'avocat, pour ma part, alors moi je vais me présenter, je suis Michael Benilou, je suis maître de conférence, je suis également avocat OMI. Alors l'omission, c'est simplement que comme j'exerce mes fonctions à la fois de maître de conférence et de directeur des études de sub-barreau, tout simplement je ne peux pas tout faire à la fois. Et donc voilà, dans l'immédiat, je n'exerce pas, mais dès qu'il le faudra, et ça va revenir très rapidement, je reprendrai la robe. Voilà ce qu'il en est, c'est que c'est pas une histoire de loser. Quand je suis avocat, vous savez, il m'arrive de perdre un dossier. Je suis en première instance, devant un tribunal tout moisi, ici, alors je ne sais pas, je me souviens comme ça d'un dossier que j'avais devant le tribunal de Sarreguemines-les-Metz, où concrètement, mon client s'est fait exploser, a pris une peine démesurée. Bien évidemment, il existe des voies de recours. Et quelques années plus tard, devant la cour d'appel, là, par contre, on a eu un résultat à la hauteur de nos espérances. On rate une fois, c'est pour réussir la fois suivante. Quand vos clients perdront un dossier, et que vous irez les conseiller en leur disant « Non, il va falloir aller au-delà », comment est-ce que vous voulez les convaincre si vous arrêtez à la première fois ? La raison pour laquelle, et encore on va discuter de ce point de vue-là parce que c'est un aspect qui peut évoluer dans le bon sens, la raison pour laquelle on a 3 chances, c'est bien pour pouvoir utiliser les 3 chances. Et les statistiques qu'on peut tenir en interne, et j'y reviendrai là-dessus sur la légitimité, mais les statistiques qu'on peut tenir en interne, je dirige une structure, c'est que les étudiants qui réussissent le mieux sont ceux qui ont passé la 3e fois, avec des taux de réussite qui sont des taux de réussite, ici, on va dire, qui ressemblent à des élections présidentielles de Vladimir Poutine, c'est vous dire, ou encore les statistiques publiées par un tel ou un tel autre. Donc,
De ce point de vue-là, bien sûr, c'est dur de se préparer psychologiquement, mais la préparation psychologique va avec la préparation matérielle également de ces différents éléments. Voilà, Jérémy, je vous salue également. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Voilà. Je vous propose de débuter un petit peu, de discuter un petit peu des épreuves, c'est ce que j'ai prévu, qui sont tombées cette année, de répondre à vos questions au fur et à mesure qu'elles viennent. Si vous vous rendez compte que je n'ai pas répondu à votre question, simplement que, étant affreusement myope, j'ai simplement évité ça, et surtout d'évoquer le grand O qui a permis un nouvel écrémage. D'évoquer le grand O aussi, avec ses spécificités dans certains cas. On a vu dans certains IEJ des questions uniquement de culture générale tombées, dans d'autres, des questions purement positivistes, ce qui va impacter la préparation au grand O. Pourquoi ? Parce que un certain nombre de considérations ont été publiées ça et là, indiquant qu'il suffisait, après les résultats des écrits, de bachoter un petit peu pour réussir. C'est faux. C'est faux, c'est totalement faux. Ça ne se vérifie absolument pas. C'est un vrai travail par la suite qu'il faut se mettre juste après les écrits, non pas les résultats, mais justement les écrits, et de ce point de vue-là, être capable de s'évaluer. On va y revenir. Par rapport aux écrits, si vous êtes d'accord, on va débuter. Je pense que ici on a un certain nombre de personnes. Alissa, je pense que nous allons débuter immédiatement. Claudia, de même. Voilà, on attend un petit peu encore quelques instants pour débuter à proprement parler. Simplement pour vous dire par rapport aux écrits, d'abord en débutant par rapport à la note de synthèse. La note de synthèse, le retour général des étudiants, et pour l'avoir vu, la note de synthèse, elle n'est pas fameuse. Cette histoire d'immunité, c'était intéressant, très bien, mais où est notre document pivot ? Quels sont les documents essentiels ? Pourquoi ce choix d'immunité et pas de tel autre ? De façon générale, on était sur un sujet relativement plat, peu problématisé, peu problématisable également, ce qui conduit ici à une note de synthèse d'ordre technique ici. Alors, face à ce type de note de synthèse, bien évidemment difficile de flamboyer, si ce n'est de se souvenir que l'épreuve de note de synthèse ne doit contenir aucune information à caractère personnel, mais plutôt des informations qui vont être des informations d'ordre général. Et ces informations d'ordre général doivent être bâties autour d'un plan. À ce titre, un certain nombre de plans types qui circulent là et là pouvaient parfaitement être appliqués dans ce type d'hypothèse. Ranger, par exemple, les immunités en fonction de l'intérêt protégé, c'est véritablement ce qui a conduit aux meilleures notes des différents étudiants. L'objectif sur une note de synthèse comme celle-ci, et donc de façon générale sur l'ensemble des notes de synthèse, de façon générale, c'est de se dire et de se projeter avec une méthodologie qui doit vous appartenir, en ce sens que cette méthodologie, vous devez la construire au gré justement de votre préparation, c'est l'axiome suivant. On ne perd pas de points sur la note de synthèse. On ne perd pas de points sur la note de synthèse, et en fonction de la méthode choisie, comme vous le savez très bien, pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà passé, en fonction de la méthode choisie, on peut avoir soit une méthode qui produit des résultats aléatoires parce que risqués, en gros, on ne sait pas trop si on a de 9 à 14, soit des notes de synthèse parce qu'on a pris une méthodologie qu'on a fait sienne, avec un certain nombre d'éléments, le travail autour de la page de garde par exemple, ou encore le pré-plan. Ces différents éléments-là peuvent vous conduire ici à avoir une note de synthèse où vous pouvez assez rapidement évaluer les mérites, les défauts, et donc généralement avoir une fourchette assez étroite, 10, 12, 11, 13, comme type de note, donc compter sur un élément qui est un élément à peu près certain. Premier élément, la note de synthèse. Ici, pas grand-chose de plus à en dire. Une note de synthèse quand même bien technique, pas très intéressante, pas passionnante, s'il en est. En revanche, quel sujet de droit des obligations passionnant, faisant appel à des notions de contrats spéciaux, de droit des sûretés, ainsi de suite. Ce sujet est aux marges du programme. Aux marges, ça ne veut pas dire au-delà de la marge. En plus, lors de ce type d'épisode-là, j'ai bien vu sur les réseaux sociaux qu'il y avait des pétitions, j'ai bien vu ici tel ou tel, spécialiste autoproclamé du CRFPA indiquer que, avec un tel sujet, personne n'aura le CRFPA. C'est dramatique d'écrire des choses pareilles. Ce sujet était très difficile, voulu comme tel. Je vous rappelle que l'année dernière, en 2020, on avait eu une fronde des directeurs d'IEJ qui a conduit justement à ce type de sujet. Le but était très clairement affirmé. Il faut moins d'étudiants qui réussissent. Donc l'écrémage, il se déroule ici, sur le droit des obligations. Il se déroule sur l'épreuve, mais aussi sur le retour de l'épreuve. Sur l'épreuve en elle-même. C'est un concours. Soyons clairs, c'est un concours. Ce concours, ici, c'est un concours qui cache son nom,
Dans le même temps, le NM, parce qu'il y avait trop d'étudiants au niveau, a rehaussé le seuil d'admissibilité à 11,5. Au moins, là, c'est clairement affiché. Là, on vous met un sujet aux marges du programme, avec une histoire de cautionnement. Alors, outre quelques... Je ne veux pas que vous vous sentiez visé, pour certains d'entre vous. Je connais des civilistes qui sont des civilistes très bien. Par exemple, Léa, qui est une civiliste qui est ici, qui aime beaucoup le droit des sûretés. Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Non, parce que le droit des sûretés, quand même, concurrence le droit public sur l'ennui qu'il procure. Enfin bon, peu importe. Donc là-dessus, je plaisante bien évidemment, mais on arrive sur des dispositions en matière de droit civil qui sont dispositions qui sont très techniques. Et donc, ceux qui n'ont pas fait droit civil peuvent être perdus sur un sujet comme celui-ci. Quand on passe une épreuve et que ça se déroule mal, eh bien, il faut changer le paradigme de son épreuve. Normalement, droit des obligations, vous devez vous dire, droit des obligations, c'est une épreuve qui est commune à tout le monde, bon, il faut que je vise la moyenne. Peu importe de ne valider qu'à l'aide d'une seule des matières. Peu importe de ne valider qu'avec la note de synthèse. Cette année encore, on a eu des étudiants qui étaient des étudiants admissibles en ayant la moyenne qu'en note de synthèse. Ben pourquoi pas? Le but, c'est de rester vivant à la fin des écrits. Alors, l'épreuve de droit des obligations, on va essayer de gratter des points. L'épreuve de droit des obligations, quand on lit l'énoncé, les différentes questions qui sont posées, et les barèmes qui sont produits, la crainte, c'est quoi? C'est ce dernier paragraphe. Paragraphe 4 de l'épreuve en elle-même, qui est un paragraphe, c'est mon goût personnel, je suis pénaliste. C'est un paragraphe que je trouvais accessible. Ce paragraphe-là, il faut récolter tous les points. Ensuite, sur les autres paragraphes, eh bien, il faut essayer de gratter un maximum, de bâtir son syllogisme, d'utiliser, le cas échéant, ici et là, en tout cas c'était dans le cadre de Subaru, on l'avait fait, d'utiliser justement les problématiques qui sont des problématiques qu'on connaît, qui sont tout à fait spécifiques là-dessus. Alors, je vois un certain nombre d'entre vous qui s'énervent un petit peu sur le droit des sûretés. Si c'est votre goût, moi je suis votre goût, droit des sûretés, moi j'aime bien quand on parle de droit pénal, quand on parle de choses qui sont très glauques, etc., d'assassinat, de choses comme ça, d'agression sexuelle. Donc vraiment, c'est pas grave, tous les goûts sont dans la nature. Il y a même des gens qui aiment les contrats spéciaux. C'est vous dire à quel point tous les goûts sont dans la nature. Ce sujet est difficile. On y vient. Un certain nombre d'étudiants veulent lancer un recours. Sachez simplement que l'année dernière, le sujet fiscal était clairement hors programme. En obligation, on est aux marges, mais on n'est pas hors programme à mon sens. Ils ont exercé un recours qui n'a pas abouti à l'heure actuelle. Ça use du temps. Ça monopolise des moyens et surtout, c'est quelque chose qui est totalement chronophage et qui va vous empêcher de faire votre deuil. Voilà ce qu'il en est. Voilà ce qu'il en est par rapport à ça. Non, c'est pas la fête aux civilistes, sinon dans ce cas-là, la fête aux civilistes, on la fera au moment du sujet de procédure, où là par contre on va évoquer le sujet de procédure. Vous inquiétez pas, Léa, c'est quelque chose qui est justement très prégnant. L'autre élément, c'est quoi? C'est que justement, épreuve de droit des obligations très difficile, on en sort. Le but, c'est d'avoir gratté quelques points. À la fin de l'épreuve de droit des obligations, j'ai réussi à avoir quelques étudiants au téléphone pour simplement leur dire tu n'es pas mort. Il reste 2 épreuves, dont l'option. L'option, c'est systématique maintenant, face à ce concours. Une nouvelle fois, c'est un concours. L'option, on ne vise pas la moyenne, on vise 14. Avec un 14 dans l'option, on rattrape son droit des obligations. Alors oui, certains ont mangé 3 en droit des obligations. Mais avec votre petit 12 en note de synthèse, avec votre 14 en option, et on y reviendra sur la procédure, les moyens de parvenir à un bon résultat, on peut justement arriver à quelque chose qui, voilà, s'apparente à la moyenne. Le but étant, je vous l'ai dit, de survivre. On discutera du grand taux et du fait que cette épreuve est à quitte ou double. L'épreuve d'option, sur les différentes options, les retours qu'on a eus, c'est, voilà, c'est relativement accessible, mais c'est long. En fiscal, c'est tombé sur des considérations d'ordre général qui ont plu aux fiscalistes, comme quoi les fiscalistes peuvent être séduits par quelque chose, voilà. Et en droit pénal, c'était particulièrement long, mais c'était une épreuve qui était accessible. La plupart des étudiants n'ont pas pu finir. Dans ce cas-là, vraiment, on se concentre sur les différents éléments. Surtout ne pas bâcler sa copie, de faire au mieux. C'est là-dessus que les choses vont être jaugées. Et voilà. Alors, par rapport aux affirmations qui sont faites ici et là, bien évidemment, moi, je me tiens à votre disposition, que ce soit en commentaire, ici, par le biais de mon Facebook, le cas échéant, de mon Instagram perso. Alors, sur mon Instagram perso, il faut avoir le cœur bien accroché, il y a énormément d'éléments. Et surtout, sur mon Twitter qui me vaut tellement d'amour là-dessus, n'hésitez pas à me contacter.
J'ai normalement répondu à toutes les demandes qui m'ont été adressées sur les prises de rendez-vous téléphoniques pour justement discuter de ces différents éléments, pour venir à ça. Et puis, on arrive le dernier jour sur l'épreuve de procédure. Sans perdre ses moyens, c'est là où pour beaucoup tout s'est joué. L'épreuve de procédure, il faut y aller sereinement de ce point de vue-là. Et là, je dois avouer que pour une fois, et là certains d'entre vous qui trouvent que j'ai un peu critiqué, et les fiscalistes et les civilistes, c'est le sujet de procédure pénale qui m'a énervé. La fin, cette espèce de post-scriptum tout pourri où on vous explique qu'il faut faire sans tenir compte des dates, me paraît très compliqué à envisager. Ça veut dire très certainement qu'il s'agissait de règles, enfin très certainement, qu'il s'agissait d'envisager les choses sans traiter de la prescription, mais ça peut désorienter. Tout ça, c'est parce que, afin de faciliter l'examen, c'est du moins ce qui a été dit, eh bien, on a eu cette considération à un moment donné qui considérait à dire que, eh bien, on ne tenait pas compte de la période Covid. Voilà ce à quoi ça a conduit, ce sujet. Le sujet était en lui-même assez accessible, peut-être désorientant d'une certaine façon, mais en tout cas, ici, il a permis d'avoir un certain nombre de bonnes notes en 2 heures. Il faut être très efficace. À ce titre, je dis souvent à mes étudiants, en 2 heures, on a le temps de faire un brouillon, mais si on fait son brouillon, on n'a pas le temps de faire sa copie. Le rappel des faits, il est superfétatoire. Il faut aller directement à l'essentiel, selon une méthode qui a été éprouvée et, en épreuve de procédure, beaucoup s'exercer. Il y a beaucoup de points à gratter, car on n'aime pas la procédure. Alors, on n'aime pas la procédure, souvent en raison de sa méthode d'enseignement. Et si vous voulez avoir un petit truc gratuit ici pour savoir comment on bosse la procédure, allez assister à des audiences. On apprend le référé en allant dans l'audience des référés, et le pénal, on se pose pendant 1 heure en comparution immédiate et on se sent appelé ici et on a très envie d'avoir à un moment donné son CRFPA de ce point de vue-là. Est-ce que les sujets étaient prévisibles ? Ça, c'est un point qui est un point ici où on ne peut pas avancer une réponse négative. Une des façons de non pas prévoir les sujets, en dehors des hypothèses, bien évidemment, qui sont des hypothèses pathologiques de commission d'une infraction pénale, eh bien, on se retrouve dans quelque chose d'assez simple à faire, c'est-à-dire de la même façon que lorsque certains d'entre vous, sur les réseaux sociaux, cherchent, on va dire, sur les réseaux sociaux, cherchent l'amour sur les réseaux sociaux, sur tel ou tel site, ou les rencontres rapides, eh bien, on stocke les membres de la commission. Et en les stockant, on se rend compte qu'il y a parfois un certain nombre d'écrits qu'ils peuvent produire, qui nous indiquent leurs marottes, leurs éléments qui sont leurs éléments chouchous, préférés, de par leurs enseignements, de par leurs derniers articles. Et c'est vrai qu'on peut s'approcher d'un certain nombre d'éléments. C'est quelque chose à faire à des périodes qui sont des périodes données, déterminées, car face à un concours, il faut agir avec méthode. Après les écrits, la difficulté, c'est que cette épreuve doit des obligations à tout occulter. Beaucoup d'étudiants se sont démobilisés. Se démobilisant, on est trouvé face à quelque chose où, au moment des résultats de l'apparition des écrits, ceux qui l'avaient raté, beaucoup plus nombreux que les autres années, à ce titre-là, nous étions contents parce que dans notre structure, eh bien, on a réussi à limiter les dégâts, on a moins d'admissibles, mais c'est quelque chose qui a été limité. Eh bien, après les écrits, eh bien, certains se sont démobilisés parce qu'ils n'ont pas été capables de s'évaluer. À ce titre, chaque année, et normalement l'année prochaine ce sera le cas, je propose d'évaluer les étudiants, de discuter ensemble, de voir un petit peu ce qu'ils ont pu mettre, produire, etc. Ça permet d'avoir un guide, un objectif, de savoir exactement où on va. Donc après les écrits, on prend quelques jours de vacances. Après ces jours de vacances, il vaut mieux s'y remettre. Et surtout, par rapport à ce qui s'est passé au Grand O. Alors l'oral d'anglais, j'en parle pas parce qu'on n'en parle pas, surtout parce que le Grand O a un COEF 3. Et ce COEF 3 fait en sorte que c'est une épreuve quitte ou double, sauf qu'on a 46 points d'avance, ce qui, l'année prochaine, sera certainement votre cas, par exemple Sandra, ce sera votre cas. Julie aussi, Margot, on a l'impression aussi que ce sera son cas. Jérémy, je le sens très très chaud en ce moment, donc Jérémy aussi. Et bien évidemment à la fois Benoît et Léa, vous aurez 40 points d'avance. Et vous m'appellerez en me disant, c'est scandaleux, j'ai trop de points d'avance, comment est-ce que je peux faire ? Pardon, COEF 4, j'ai dit quoi Jérémy, quel coefficient j'ai dit ? C'est une épreuve donc à la mort subite, avec un coefficient 4. C'est-à-dire que la plupart des étudiants, ils sont à 10 ou 11 maximum. Quelques rares étudiants ont beaucoup de points d'avance. Désolé Jérémy, c'est extrêmement grave, je ne recommencerai plus cette erreur. COEF 4, on est sur quelque chose qui est justement à la mort subite, donc n'importe quel point en dessous de la moyenne
ne fonctionne pas. Alors, dans certains IEJ, on a vu des questions, des sujets très clairement de culture générale. D'autres, positivisme. Le positivisme, on peut en quelques semaines rattraper le positivisme, les différents éléments, bosser telle et telle liberté, faire un petit peu, alors l'actualité est parmi les questions qui sont tombées, il y en a tellement qui sont tombées sur Zemmour. Là, comme on oriente justement des développements sur la liberté d'expression, eh bien, on arrive à toujours débrouiller quelque chose. Hein. On est sur les grands classiques en la matière. Pareil sur la dignité, ainsi de suite. La culture juridique générale, là, ça peut être plus délicat. Ça peut relever parfois de l'histoire constitutionnelle. Ça relève aussi parfois... Il y a eu des questions sur la différence entre le droit naturel et le juste naturalisme, par exemple. Alors, à ce titre-là, désormais, soyons clairs, comme on est face à un concours, je vous suggère très fortement de bosser votre culture juridique générale durant l'année, tout au long de l'année. Ce n'est pas quelque chose de grave, c'est quelque chose d'assez simple à faire, à effectuer. C'est de lire régulièrement un quotidien d'information générale pour avoir toute cette coloration-là. Lire un quotidien d'information générale, c'est assez simple, c'est assez intéressant, c'est-à-dire que vous allez choisir, par exemple ici, alors je prends d'autres personnes, Justine par exemple, le cas échéant, non, on va y venir, Prince, ne vous énervez pas. Prince aussi également, la culture juridique générale, ça renvoie à des libertés, mais pas uniquement, je vous dis, par exemple les grands auteurs. Il y a de plus en plus sur les réseaux sociaux des veilles juridiques qui sont effectuées par certains. Attention à ce titre-là, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Exemple type, Roselyne Le Terron, Liberté, Liberté Chérie, c'est un site qui est un site de qualité. On a quelqu'un, une spécialiste des libertés, droits fondamentaux. Il y a toujours un raisonnement en matière de culture juridique générale par rapport à ces différents éléments. Ces questions-là, questions de type quiz, qui peuvent être posées, par exemple, quels sont les 2 premiers anciens présidents de la République à avoir siégé au Conseil constitutionnel qui piègent grand nombre d'étudiants. Les questions d'ordre déontologique, sur la déontologie de l'avocat, sont des éléments auxquels on peut se familiariser pendant l'année assez facilement. Alors, à ce titre, nous, à Subaro, pour favoriser nos étudiants, mais il y aura un très grand nombre de contenus qui sont des contenus à caractère gratuit. On a relancé la semaine dernière les flash juristes, des points d'actualité, lors desquels justement ce que je fais, c'est que je reviens en arrière sur des considérations d'ordre général. Voilà, c'est-à-dire que, par exemple, quand on parle du doigt d'honneur d'Éric Zemmour fait la semaine dernière, magnifique de ce point de vue-là, eh bien on va évoquer ce qui a pu se passer aux États-Unis où une femme a été licenciée en raison de doigt d'honneur qu'elle avait effectué au président Trump, ou encore le fait de comment est-ce qu'on va pouvoir juguler, s'agit-il d'une injure, sachant que plusieurs doigts d'honneur d'affilée peuvent constituer certaines formes de harcèlement moral. Vous voyez, on qualifie juridiquement, on évoque ça, mais à travers de ce flash juriste, c'est là l'aspect de culture générale, de revenir sur le début, enfin la raison pour laquelle la signification du doigt d'honneur, où bien sûr c'est un symbole phallique pour beaucoup, mais aussi durant la guerre de Cent Ans, ça on ne le sait pas, bien évidemment, c'était en réalité pas un doigt d'honneur, je ne vais pas faire le geste, il est obscène, mais c'était en fait le geste des archers pour montrer qu'ils avaient encore leurs doigts pour pouvoir envoyer des flèches. Vous voyez ces éléments-là. Voilà. Sandra, une question. Alors, je suis désolé, je vais remettre mes lunettes. Donc non, je n'ai pas les yeux jaunes. C'est pas ça les questions, je pense. Est-ce que le live sera enregistré pour le revisionner plus tard? Sandra, j'aime beaucoup quand on pose ce genre de questions. Oui, je vais l'enregistrer. Si vous me dites ça, ça veut dire qu'il a une utilité, donc c'est quelque chose de pas mal. Bosser pendant l'année, c'est lire régulièrement quotidien d'information générale. Je vais faire des flash juristes. J'ai lancé également, pour m'axer plus sur la pédagogie, ici une série de podcasts. Je suis nouveau sur les podcasts de faire ça. Mais surtout, quand vous regardez des blogs, des éléments, etc., faites attention un petit peu, stocker justement les personnes qui interviennent pour savoir un petit peu ce dont il s'agit. S'agit-il d'un étudiant qui vient et qui fait une prestation qui peut être très sympathique, etc. Et choisissez des modules qui vont vous être utiles. Les dimanches soirs, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve assez régulièrement dans le cadre de cette préparation pour traiter de l'évolution de points spécifiques et surtout d'un échange qui soit un échange interactif. C'est, je pense, le plus intéressant. Sur le grand taux, donc acquérir ces différents éléments, nous avions lancé quelque chose sur les grands auteurs. Ça peut être intéressant, on vous demande parfois quels sont les grands auteurs, mais aussi des auteurs qui vont être spécifiques. Il y a des aspects qui ont trait aussi à la réactivité, le cas échéant. Et puis,
surtout tout au long de l'année, de voir ces différents éléments. Alors, j'ai un blog, un vlog, etc. Et voilà. Bon. Parmi, surtout, la façon de préparer au mieux ce concours, c'est un concours, hein, on l'a dit à plusieurs reprises, la meilleure façon de préparer ce concours, c'est aussi, le cas échéant, de faire en sorte de ne pas se disperser. Alors j'ai une formule que j'aime de plus en plus, il faut bosser dans l'agilité et pas avec agitation. Étant présent sur les réseaux sociaux, très souvent j'échange avec des étudiants, et leur critère c'est de dire que j'ai beaucoup travaillé. J'ai bossé pendant 8 semaines, je dormais 2 minutes par nuit, je ne mangeais plus ici, et mon compagnon est devenu mon esclave. Alors, là-dedans, tout est n'importe quoi. C'est-à-dire que concrètement, bosser avec agilité, c'est un élément qui est simple. On bâtit, en fonction de son projet, de ses obligations, du temps qu'on a y consacré, on bâtit un projet. Ce projet, c'est un projet de réussite, et on l'appelle projet de réussite, et on fait en sorte de le mener à bien. Il suppose un calendrier de travail. Dès le moment où on a décidé de se lancer, le calendrier de travail, il doit vous conduire jusqu'à la réussite au mois de décembre. Il se termine le 2 décembre, parce que là, la fête, par la suite, va s'improviser. Mais il va vous conduire à ça. Le calendrier de travail doit être suivi d'un carnet de bord, c'est-à-dire vos réalisations. Pourquoi ? Le premier jour, par exemple, prenons un exemple, Léa a décidé de se remettre au droit pénal. Le premier jour de sa préparation, eh bien, tout simplement, elle a prévu de travailler 11 heures dans la journée. Mais ce jour-là, son mec, qui est très très chiant, va lui dire qu'il ne veut pas qu'elle travaille, donc du coup, ils vont se disputer. Plus encore, elle va avoir un dégât des eaux. Elle se rend compte qu'elle a reçu un recommandé, donc elle doit aller les chercher. Bref, elle perd énormément de temps. Elle veut aller à la salle de sport. En plus de ça, elle a l'anniversaire d'une copine. La réalisation n'est pas la bonne. Plutôt que de culpabiliser en se disant c'est une journée ratée, l'idée c'est quoi ? C'est de noter ce qui a pu être fait et de noter son temps de travail effectif. Premier élément. C'est le carnet de bord, le travail effectif, qui permet de dire, voilà, j'ai pas eu cette réalisation-là, et de régulièrement faire le point. Une nouvelle fois, bien évidemment, quand je vous dis il faut connaître votre interlocuteur, moi je suis le directeur des études de Subbaro. Donc bien évidemment, il y a des aspects qui sont des aspects comme ça que je peux partager avec tout le monde, et d'autres que je vais conserver pour mes étudiants pour des questions de temps. Je ne peux pas consacrer autant de temps à tout le monde, et notamment pour mes étudiants, c'est de faire le point après par la suite sur le carnet de bord, la réalisation par rapport à ce qui était envisagé. Il y a des éléments sur lesquels on ne peut pas négocier. Le sommeil, la nourriture. Le cerveau, c'est un muscle. Il va falloir quand même le ménager un petit peu. Le sommeil, nous ne sommes pas égaux face au sommeil. Certains d'entre nous le savent très bien. C'est quand même quelque chose de vraiment délicat parfois de traiter de ces aspects qui ont trait au sommeil. C'est-à-dire que vous avez la possibilité parfois de vous endormir, devoir dormir pendant 8 heures, 7 heures, 10 heures. Ça dépend des personnes. Il y a des capacités de récupération. On y reviendra dans d'autres lives justement qui ont trait par exemple au fait de pouvoir faire une sieste. Voilà, il y a les micro-siestes, etc. Des éléments dont on peut parler. Pour travailler avec agilité, il y a une statistique ici par rapport justement au temps de concentration au travail qui a été publiée dernièrement, qui fait que suite à une interruption, il faut 4 minutes pour retrouver sa concentration. Chaque texto, chaque notification Insta, chaque notification Tinder, chaque publication Facebook qui arrive sur votre portable et qui vous interrompt, il faut 4 minutes pour retrouver sa concentration. Faites le calcul rapidement. Travailler avec agilité suppose aussi un bureau déconnecté. Pas de couper des réseaux sociaux. On déconnecte son bureau, là on travaille, pas d'accès au téléphone par exemple, ou un téléphone qui est déconnecté, mais bien évidemment, si on veut sortir le soir même, de prévoir une sortie, c'est parfaitement possible, de faire des pauses à intervalles réguliers, également le cas échéant. C'est autant d'éléments qui vont vous permettre de réussir, c'est autant d'éléments qui peuvent vous permettre ici d'avoir justement ce que vous recherchez en termes de concentration. Voilà ces éléments-là. Ça, ce sont des petits plus. Ces petits plus sont indispensables si on veut et comprendre qu'on est face à un concours, qu'il faut être le meilleur possible et que de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'un aspect. Bien évidemment, je ne peux pas insister sur les aspects qui sont pathologiques. Je sais que certains d'entre vous partagent leurs fiches au plus grand nombre. C'est bien, c'est mignon, c'est toujours un concours. C'est-à-dire vous partagez au plus grand nombre. Le problème, c'est que si vous avez quelqu'un face à vous qui ne fait pas le même échange, chaque relation doit être réciproque, eh bien on n'y parvient pas. Alors, je sais que c'est très dur quand on est face à un échec.
Je sais que c'est très dur quand on est également dans la situation dans laquelle on est là en décembre. Normalement, vous devez, pour la plupart d'entre vous, avoir choisi vos IEJ. Oui. Choisir son IEJ, ça suppose des conseils à ce titre-là. Voilà, faites attention aux statistiques générales. C'est pas parce qu'un IEJ a un relativement bon taux de réussite qu'il a un bon taux de réussite dans votre spécialité. Le choix premier, c'est le choix de l'option. Alors bien évidemment, étant pénaliste, je vais essayer de vous convertir ou pas. Ça va dépendre. Pourquoi ? Pour une raison qui est assez simple. Le choix de l'option repose sur 2 critères. Compétence, appétence. Compétence, vous êtes compétent sur une matière ou vous êtes attiré par cette matière, vous allez vous préparer là-dessus. Appétence, c'est le goût pour la matière. Il faut vous projeter à un moment extrêmement précis de votre préparation. Ce moment, ça va être l'élément qui a trait au mois d'août. Mois d'août, vous êtes en plein mois d'août, votre compagne, ici, est partie en vacances à Ibiza avec des copines, et elle poste des photos, vidéos sur Instagram pendant que vous êtes en train de bosser, voilà, et vous la voyez danser avec entre 2 gogo danseurs épilés comme il se doit, hein, bien évidemment, voilà, je sais pas, avec des casquettes en cuir, bref, ça vous plaît pas des masses, parce que vous êtes en train de bosser quelque chose. Et là, il faut simplement vous poser cette simple question. Est-ce que vous préférez à ce moment-là bosser sur un acte de cautionnement ou sur une garde à vue, sur une détention provisoire ou sur un recours pour excès de pouvoir, sur le rescrit fiscal, mon Dieu que c'est beau, ou encore le traité de Rome 3, s'il existe, et de faire ces différents éléments, c'est-à-dire de choisir quelque chose qui va vous porter. Mais vous inquiétez pas, ce n'est que partie remise. L'année prochaine, vous aurez votre revanche et c'est vous qui serez en vacances à proprement parler. L'idée, c'est la chose suivante. Tout faire en sorte de réussir, mais en se ménageant une vie perso, une vie pro. À mon sens, un étudiant qui ne l'a pas eu cette année, l'idée n'est pas de se replonger directement pour se noyer dans des révisions sans avoir fait son deuil. Pour faire son deuil, il y a plusieurs phases à traverser. La première phase, c'est la colère. La deuxième phase, c'est de comprendre. Pourquoi n'ai-je pas eu mon CRFPA ? La troisième phase, pour faire son deuil, c'est de commencer dès à présent à réfléchir aux armes indispensables pour réussir. Si je n'ai pas réussi, c'est que je n'ai peut-être pas mis tous les ingrédients. Mais ce que j'ai fait au préalable peut toujours m'être utile. Tout le travail que vous avez accompli avant, c'est un travail sur lequel on devra s'appuyer pour réussir demain. Et encore une fois, pour ceux d'entre vous qui manquent de courage, pensez à cet unique élément. Unique. Être avocat, vouloir être avocat, ça relève ici d'une vocation. C'est en soi pas le choix le plus malin qui existe. Alors je salue les personnes qui nous rejoignent. C'est toujours bon signe quand des personnes vous rejoignent au fur et à mesure d'un live de ce point de vue-là. Et notamment Vivi, par exemple. Vivi, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon dimanche. Ou Brita. De vous dire, voilà, pourquoi est-ce que je veux être avocat ? Alors, bien évidemment, certains dans ce groupe me diront, par exemple Benoît, tout à l'heure que j'ai salué, me dira, moi, je veux être avocat pour être riche et avoir la gloire, voire même devenir ministre. Ou président, Benoît, pourquoi nous limitons-nous ? Le calcul est audacieux, on gagne peut-être plus en étant juriste, et en ayant un CDI. C'est pas pour ça qu'on veut devenir avocat. Pour ma part, quand on me pose la question pourquoi je suis devenu avocat et pourquoi je reprends la robe régulièrement, la raison est assez simple, c'est que quand je me retourne, quand mes clients me demandent de venir plaider un dossier, de travailler un dossier avec eux, quand je me retourne, il n'y a personne d'autre pour défendre ces clients-là. On a tous des engagements spécifiques. Moi, mon engagement spécifique, c'est un engagement qui est connu, qui se voit à travers justement les conférences que je mène, c'est-à-dire c'est un engagement auprès des taulards pour qu'ils aient plus de droits, qu'ils aient des droits qui soient plus effectifs. Ça se voit dans tous mes cours, ces éléments-là, qui sont nombreux. Alors, ces droits des détenus, il faut les porter. Après, les détenus, tout le monde n'a pas très envie de les représenter. Ce pas des gens qui sont des gens là-dessus. Mais si moi, je ne les représente pas, qui pour le faire ? Il y a quelques jours, j'accompagnais des étudiants, justement, au palais de justice pour assister à des audiences. J'ai assisté à quelques irrégularités. Je n'avais pas pris ma robe avec moi. J'aurais dû avoir ma robe avec moi et j'aurais dû me lever. Être avocat, c'est ça vous suit partout, c'est un sacerdoce, on le poursuit. Alors bien évidemment, ça va de pair avec un certain nombre d'éléments. Si vous n'aimez pas trop l'autorité, sachez que vous serez indépendant.
que vous avez la vocation, à un moment donné, vous pourrez créer votre propre cabinet, que c'est très dur, bien évidemment, qu'on ne compte pas ses heures, mais que finalement on bosse pour un idéal, l'idéal de justice, avec d'autres auxiliaires de justice. C'est ce en quoi elle est belle, cette profession. Alors quand on rate, on n'a pas envie d'y retourner parce qu'on est vexé. C'est normal. Quand on rate, on n'a pas envie d'y retourner parce que cet examen est injuste. C'est vrai. Quand on rate, on n'a pas envie d'y retourner parce que c'est beaucoup de souffrance qu'on s'implique. C'est vrai. Mais posez-vous cette simple question. Est-ce que, quand vous serez avocat, vous pourrez être utile à des gens? Si là, sa réponse elle est positive, même mollement positive, foncez. Quand vous serez avocat, vous aurez parfois des clients dévastés par une décision de justice. Et quand je vous dis dévasté, c'est effectivement dévasté pour une raison qui est très simple. C'est-à-dire que parfois, les décisions de justice sont injustes. Et parfois même, vous le reprocherez. Vous aurez mal lu un dossier, vous irez relativement vite. Alors, je suis désolé de cette petite aparté, mais pour les pénalistes, c'est en comparution immédiate où vous ressentirez beaucoup ça. Et il faut convaincre quelqu'un de vous dire « Faites-moi confiance à nouveau, je vais faire appel. Dans 1 ou 2 ans, on rétablira la justice. » Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous qui souhaitez devenir avocat, vous qui ne l'avez pas eu en 2021, vous ne vous dites pas simplement ça? L'année prochaine, je veux qu'il y ait justice. Je veux utiliser ma 2e ou ma 3e chance. Je dois réussir parce que si je ne défends pas ce client, qui sera là pour le défendre? Voilà, et dans chaque domaine, c'est quelque chose qui est prégnant. Démocratiser le droit, aider des gens à avoir leurs droits à reconnaître, c'est pas qu'en pénal, c'est en civil, c'est en commercial, c'est dans toutes les matières où vous avez justement cette recherche et cette quête de la justice. Voilà un petit peu l'enjeu de ce CRFPA. L'examen est injuste, j'y reviendrai dans certains podcasts. Alors n'hésitez pas à suivre la page Subbarreau sur Facebook. J'essaierai de mettre en ligne ce live si vous êtes utile le plus rapidement possible. Et ceux qui me solliciteront, nous essaierons de prévoir un rendez-vous téléphonique au plus tôt. Au plus tôt, j'entends, comme les inscriptions sont très rapides, c'est un peu délicat aussi puisque j'ai des activités par ailleurs. Mais tout simplement, pensez à vous, ce que vous souhaitez faire. Il se peut que vous ayez passé cet examen-là, que vous n'ayez pas une réelle vocation, c'est pas bien grave. Voilà, pendant l'année, il se peut que vous ayez besoin de prendre du temps pour vous préparer uniquement pendant l'été. Je me tiens à votre disposition pour discuter de la meilleure préparation pour vous et puis surtout savoir si c'est fait pour vous, tout simplement. Si quand je vous pose la question, ou si encore quand je viens de vous parler avec peut-être un peu trop de passion de cette profession, si pour vous c'est quelque chose de complètement chinois, qui vous dit moi je voulais être avocat justement, comme je disais, pour uniquement la gloire des petits fours et le champagne, voilà, bien évidemment. Oui, Prince, on peut bien évidemment prévoir des modalités. Il y a des étudiants, on a des étudiants qui préparent le CRFPA en 2 ans, on a même qui le préparent en 3 ans. Ici, on peut prévoir des modalités spécifiques et en discuter plus avant. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on y accède? Encore, on ne trouve pas la chaîne Subbarreau. Et quand vous passez, Léa, par la page Facebook et vous cliquez sur le lien qui a été partagé, ou encore là sur Insta, je pense qu'un dernier post de Subbarreau, c'est justement ce lien vers et que vous le reproduisez. Je pense que ça peut fonctionner. Oui, Marine, excellente question par rapport au grand eau. Voilà, c'est un point qui est délicat, Marine. Marine, vous êtes super courageuse. Voilà. Je regarderai ce truc-là par rapport à Encore. Le lien de la chaîne, c'est Subbarreau sur Encore. Voilà, j'ai du mal à paramétrer le truc. Quand on est arrivé au grand eau et qu'on n'a pas réussi, alors, pareil, on va passer par différentes phases. Déjà, première chose, on tombe de plus haut, on se fait plus mal. On tombe plus loin, donc en plus de ça, on a l'impression qu'on a perdu encore plus de temps. Mais Marine, si vous tombez de si haut, là déjà, ça va mettre longtemps à guérir. Hein. Si vous tombez de si haut, c'est que vous êtes monté aussi haut. Vous l'avez touché cet examen. Vous l'aurez. La 2e fois, vous l'aurez. Vous allez aller l'arracher. Mais vous l'aurez de façon différente. On va travailler plus les écrits ensemble. Et en travaillant plus les écrits, aux écrits, vous allez rapporter 5, 6 éléments qui vont être des éléments supplémentaires. Vous allez aller plus vite. Vous allez avoir plus de points d'avance. Vous allez arriver au grand eau, vous serez gonflé à bloc. Vous aurez préparé toutes les questions de culture générale possibles et imaginables. Vous allez flamber au grand eau et vous allez pouvoir vous revendre ici. Quand on s'est planté aux écrits, on réfléchit un petit peu aux matières qu'on a prises.
On se réfléchit aussi à la façon dont on s'est préparé et on réfléchit aux différentes modalités. Il y a des structures qui préparent l'image de la fac, etc., d'une certaine façon. Il y en a d'autres, justement, où... bon, là, apparemment, j'ai complètement merdouillé mon histoire de podcast, mais il y en a d'autres qui vont permettre, dans ces différentes structures, de vous encadrer. Psychologiquement, le cas échéant. Est-ce que quand vous avez passé le CRFPA, c'était dans les meilleures dispositions? Est-ce que quand vous avez préparé le CRFPA, il n'y avait pas un certain nombre d'éléments? Il faut vous protéger par rapport à cet examen-là. C'est un élément qui est particulier, c'est-à-dire que la prise de confiance en soi, la prise de conscience en soi aussi, elle est indispensable à la réussite. Vous devez avoir conscience de vos qualités et de vos défauts. Alors, Léa, vous, ça tombe très mal puisque le défaut, vous n'en avez pas. Faut vous en inventer dans ce cas-là, des défauts. Plus sérieusement, simplement prendre connaissance des écrits, de ce qui n'a pas fonctionné. On demande à consulter ses copies, on les regarde, on hurle un bon coup, on casse des poubelles et on... Non, c'est pas bien, c'est illégal. Et on réfléchit un petit peu à ce qui pourrait vous porter davantage. Un changement de matière, un changement de méthode, tout, la révolution, quoi. Voilà ce qui peut véritablement, je pense, fonctionner plus avant. Voilà un petit peu... Si on rate le CRFPA 3 fois, que faire? C'est une bonne question. On attend 2023 et la réforme, qui devrait remettre les compteurs à zéro. On réfléchit un petit peu à certains nombre d'éléments. Comment se fait-il qu'à l'ENM, ils aient aboli le fait que jusqu'à présent, c'était 3 possibilités de passer le concours, de regarder la décision de justice qui a été rendue, de se dire que ce verrou-là risque un jour de sauter. Et d'essayer d'y réfléchir. Après, il existe des passerelles et d'autres possibilités pour devenir avocat. J'ai vu passer ça et là, la Belgique, le Québec. Il fait froid au Québec, d'accord, mais puis c'est loin. Mais sinon, il y a ces différents éléments-là. Quand on a une vocation, une nouvelle fois, et qu'on est appelé, on doit y parvenir. Et c'est pas un renoncement de faire ça. C'est très stressant, un examen sur une semaine. Quand j'ai passé le CRFPA, c'était en 1997. Oui, j'ai 200 ans. Et 1998, parce que ça m'a tellement plu la première année que j'ai voulu faire une deuxième année. Donc voilà ce qu'il en est. On peut bien évidemment là-dessus en discuter. L'examen n'avait pas la même formule, la même façon d'être. Mais là, à l'heure actuelle, il est très stressant. En plus de ça, les réseaux sont tellement présents, avec des personnes qui vous distillent. Il y a un facteur chance qui existe aussi. Et la chance, ça va se provoquer. Donc il y a ces éléments-là pour se remotiver le cas échéant. Je n'ai pas connaissance, normalement et légalement, il n'y a pas de dérogation pour le repasser quand on l'a passé déjà 3 fois. Mais il y a des passerelles. Voilà. Je crois que quand on est ministre, notamment, il y a une passerelle. Donc choisissez bien votre camp. Ça peut être le cas. Docteur en droit également, c'est assez connu. Donc voilà par rapport aux différents types de passerelles, où je vous ai dit un petit peu d'aller à l'étranger. Il y a des pays qui proposent des formes de contrôle continu. C'est pas moins dur, mais c'est parfois, ça donne des résultats qui soient des résultats un petit peu plus justes, en tout cas. Voilà ce qu'il en est. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions par ce biais-là, par le biais de cette vidéo, ou encore, je vous ai dit, je la reposterai sur les autres réseaux sociaux. Pour terminer sur la fin, eh bien, je clôt cette session 2021, c'est très présomptueux de le dire, en vous disant quand même, ça a été bien dégueulasse, ça, parce que épreuve dans des obligations abominables, des politiques locales très particulières avec le fait qu'on ne communique pas les notes aux admissibles, parfois oui, l'histoire des points jury, finalement, qui sont conservés, et puis ce grand taux tellement différent d'un IEJ à l'autre, culture G dans certains, positivisme pur dans d'autres, que parfois on se demande si l'examen est juste ou non. Eh bien, peu importe, quand on a un examen qui est injuste, le but c'est de se dire c'est simplement un concours, il faut que dans mon IEJ, et même au-delà de ma spé, je sois absolument merveilleux, formidable. Et la procédure, ça se bosse en allant notamment dans les tribunaux, la note de synthèse avec la clarté et une méthode qu'il faut véritablement, avec laquelle il faut se familiariser.
Et si vous le souhaitez, on fera autant de live que nécessaire les dimanches soirs pour justement un petit peu parler de cet examen de façon générale. Et je multiplierai alors les flèches juris en cours de semaine. Alors le podcast, je vais essayer de comprendre pourquoi il n'est pas accessible. Et ces différents éléments-là. Voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis très bientôt pour un nouveau dimanche du CRFPA, quand l'actualité s'y prêtera, ou de façon générale. Et n'hésitez pas ici à me contacter. Au revoir, à très bientôt.